Eh bien, bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où que vous soyez. Bienvenue à cette séance d'aujourd'hui de IPC Global Web Series. Aujourd'hui, le sujet est la limitation de l'introduction du COVID-19 dans des environnements de soins de santé. Nous allons discuter avec la communauté globale IPC, avec des conseils pratiques et des expériences vécues. Je m'appelle Fernand Delassa. Je suis la leader de l'équipe de prévention dans le programme de prévention de contrôle au CDC des États-Unis et je serai co-modératrice de la séance d'aujourd'hui avec ma collègue Caroline Herzig. Avant de commencer, voyons quelques problèmes et questions d'attendance. Pour avoir l'interprétation directe et en vif du français, de l'arabe, du portugais, du russe et de l'espagnol, vous avez la possibilité de cliquer sur une icône en bas de votre page. Vous pouvez choisir votre langage de préférence. Pour l'arabe, choisissez l'option allemand, germane. Utilisez, si vous le voulez bien, la fonction QA pour les questions sur le sujet du jour ou sur la présentation. La fonction chat est pour vous si vous avez des questions en rapport avec des questions d'informatique ou technique ou technologique. Mille excuses si nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions. Nous avons vu les questions qui ont été posées lors de l'enregistrement et nous répondrons à ces questions et nous essaierons de répondre à un maximum de questions que vous pourriez avoir mis dans votre boîtier de questions. Cette séance est enregistrée dans toutes les langues et vous êtes d'accord d'être enregistré. L'enregistrement vidéo sera envoyé avec le courriel de la semaine. Il y aura également un enregistrement sur le site du CDC et le projet ECHO. Les liens peuvent être trouvés sur cette diapositive. CME, les crédits pour les développements professionnels continus seront disponibles via l'Université de New Mexico, du Nouveau-Mexique, avec le lien qui sera présenté dans la boîte du chat à la fin de cette séance. Et également avec le lien de courriel électronique qui a été envoyé il y a quelques heures. Avant de passer à notre première présentation, je voudrais demander à nos panélistes, nos présentateurs principaux, qu'ils se présentent, qu'ils s'introduisent à vous. Et il y aura des questions qui seront répondues après la présentation. Dr Borg, à vous, allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Borg, je suis le responsable de prévention de contrôle à l'hôpital de Malte, qui représente un hôpital de 1200 lits sur la petite île de Malte et qui est au plein milieu de la Méditerranée. Je suis également l'ex-président de la Fédération internationale de prévention des contrôles et le COVID-19 a bien sûr été le centre de mon travail au cours de ces 3-4 derniers mois, aussi bien dans mon hôpital qu'au niveau national. Merci, Dr. Borg. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ici aujourd'hui. Je vais passer la parole à Marianne Dalben pour qu'elle se présente. Allez-y, Dr. Marianne. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marianne Dalben. Je suis docteur épidémiologiste au Brésil. Je représente la Société brésilienne de contrôle d'infection et d'épidémiologie de l'hôpital. Je travaille ici dans un hôpital privé. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour et merci, Dr. Delben. Quel plaisir que vous soyez ici avec nous. Nous allons passer la parole au premier présentateur. Voici la Dr. Caroline Herzig, épidémiologiste
avec le programme de contrôle international, ici avec la division du CDC du contrôle de la qualité et la promotion. Merci, Dr. Zik, et à vous. Merci, Fernanda. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Herzig et comme Fernanda l'a mentionné, je suis épidémiologiste avec le programme d'infection internationale avec le CDC. Et j'apprécie énormément cette possibilité qu'on m'a donnée aujourd'hui de présenter avec vous des considérations d'opération avec les centres non US de soins de santé. Une présentation qui sera très brève, mais vous aurez accès à davantage de ressources à la fin de cette présentation. Je n'ai aucune déclaration à faire comme préambule. Mon objectif pour cette présentation est la description des objectifs de la gestion des centres de santé, de décrire les stratégies qui peuvent être utilisées pour gérer les visiteurs, pour limiter l'introduction de COVID-19 dans les centres de santé et de parler des stratégies qui peuvent être mises en place lorsque les visiteurs sont essentiels pour soigner les patients. Un objectif est de minimiser le risque de transmission de SARS-CoV-2 aux visiteurs de patients qui ont des cas de COVID-19 suspectés ou confirmés. En supplément, le risque de SARS-CoV-2 dans les centres de santé augmente alors que la transmission dans la communauté s'élargit. Et un autre objectif de la gestion des visiteurs est d'éviter l'introduction du SARS-CoV-2 dans des centres de santé amenés par des visiteurs. Avec cette transmission, les centres de santé devraient comprendre qu'il y a des limitations à mettre en place dans le contexte de SARS-CoV-2. Si les visiteurs sont permis et autorisés, il y a des stratégies qui permettent de limiter la transmission de ce virus. Il s'agit d'avoir des alarmes visuelles à l'entrée de ces centres et autres points stratégiques. Ces alertes encouragent les visiteurs d'être conscients des signes de COVID-19 en leur disant de ne pas rentrer dans le bâtiment s'ils ont des signes. Et également, il y a des informations sur qui prévenir si c'est le cas. Les visiteurs sont prévenus par le personnel que s'ils ont des signes de SARS-CoV-19, s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, qu'ils devraient quitter le bâtiment pour aller chercher des soins si c'est nécessaire. D'autres stratégies sont par exemple désigner une entrée pour les visiteurs et avoir du personnel qui sera formé pour instruire les visiteurs à avoir une hygiène pour les mains et des mesures préventives pour se protéger contre le virus. Si c'est le cas, le visiteur a des signes, il devrait quitter le bâtiment pour chercher des soins si nécessaire. Il faut avoir des alternatives pour avoir des interactions entre les visites et les patients dans des endroits d'isolement pour permettre des appels vidéo et audio pour limiter la transmission du virus. Il faut également suivre les politiques nationales en rapport avec l'utilisation des masques chirurgicaux ou des manières de couvrir le visage. Voyons davantage de considérations et de points sur les visiteurs durant l'épidémie du COVID-19. Les visites devraient être limitées aux personnes qui sont essentielles pour les soins aux patients ou pour le soin de patients pédiatriques. Le nombre de visiteurs doit être limité à une personne par patient à la fois. Tous les visiteurs doivent être évalués pour voir s'ils ont des signes ou symptômes de COVID-19 avant d'entrer dans le bâtiment.
Et finalement, il faudra demander que tous les visiteurs essentiels portent un masque chirurgical ou se couvrent le visage en accord avec les politiques nationales de manière à prévenir la transmission asymptomatique ou présymptomatique. Également, il y a une évaluation des visiteurs ou des soignants pour déterminer les risques pour leur propre santé et décourager les visiteurs qui sont à haut risque de souffrir de la maladie COVID-19. Il devrait également donner aux visiteurs et aides-soignants des conseils sur comment se protéger et protéger les autres. Entre autres, on peut parler du matériel de protection personnelle, l'hygiène des mains, la distance physique et une limitation de surface touchée par les visiteurs. La formation sur les équipements de protection personnelle avec l'hygiène des mains et l'élimination de l'équipement de protection personnelle devrait faire partie de cette formation. Et il devrait y avoir suffisamment de temps pour faire ceci. Il faut qu'il y ait des postes et des points de disponibilité d'équipements de protection personnelle et de lavement des mains pour faire en sorte qu'il y ait également un plan d'urgence si un visiteur est essentiel et il n'y a pas d'équipement de protection personnelle. Il faut limiter le mouvement des visiteurs ou des soignants dans le centre de santé et finalement, il ne devrait pas être présent lorsqu'il y a des procédures d'aérosol ou simplement des collectes d'échantillons. Voici les références dont je parlais tout à l'heure. J'aimerais vous remercier tous avant de continuer avec nos autres présentateurs qui vont parler de certaines stratégies que je viens de décrire et comment ces stratégies ont été mises en place. Il y a 5 questions sur COVID-19 en question de gestion et d'intendance sur le sujet d'aujourd'hui qui est l'introduction de ce virus dans les centres de santé. Toutes ces questions sont pour vous. Nous vous encourageons à répondre à ces questions. Vous verrez les questions sur votre écran. Je lirai cette question en voix haute en vous donnant la possibilité de répondre pendant 30 secondes et nous présenterons ensuite les résultats de ce sondage et de ces questions. Voici la première question. Quelles politiques ont été mises en place à votre centre de santé pour gérer les visiteurs? Cliquez chaque fois que vous avez une réponse. Les visiteurs ou soignants ne sont pas autorisés sauf pour ceux qui sont essentiels pour le soin des patients. B. Il y a un point d'entrée ou une porte d'entrée spécifique pour les visiteurs ou les soignants. Ensuite, les visiteurs ou soignants sont évalués pour voir s'ils ont des symptômes de COVID-19 avant d'entrer dans le bâtiment. Une autre option est que la connexion à distance est utilisée pour un système d'interaction entre les visiteurs et les patients. Autre option, il y a des alertes visuelles au point d'entrée pour que les visiteurs ou soignants n'entrent pas dans le centre ou dans le bâtiment s'ils ont des problèmes respiratoires. Et finalement, les visiteurs ou les soignants doivent porter un masque chirurgical ou se couvrir le visage. Je vais vous donner quelques instants pour répondre à ces questions. Très bien, bon, merci à tous. Il semblerait que la plupart des centres ont des visites limitées pour les visiteurs ou soignants qui sont essentiels pour soigner les patients. 63% des centres ont des évaluations des visiteurs et des soignants. Et il semblerait que, voyons, à peu près 75% des centres
demande aux visiteurs ou soignants qu'ils portent un masque chirurgical ou se couvrent le visage. Merci. Question suivante, si vous le voulez bien. Cette question est la suivante. Si les visiteurs ou les soignants sont admis dans votre centre de santé, quel type de formation ou d'entraînement est-ce qu'ils reçoivent? Ça peut être pour l'usage et utilisation de l'équipement de protection personnelle, l'hygiène des mains, la distance sociale, restreindre les mouvements dans le centre, limiter les surfaces qui sont touchées, les procédures respiratoires et d'hygiène pour la respiration et également pour la toux. Et finalement, aucune de ces réponses car les visiteurs ou les soignants ne sont pas autorisés. Eh bien, il semblerait que la plupart des réponses se concentrent à 80% avec l'hygiène des mains, qui semble montrer qu'on informe les visiteurs sur la question de l'hygiène des mains et également ce qu'il faut faire quand on a la toux ou des questions de respiration, ainsi que la limitation du mouvement à l'intérieur du centre de santé. Question suivante, si vous voulez bien. Alors, la question est la suivante. Est-ce que votre centre de santé a une entrée séparée avec une zone d'évaluation? Et ça, c'est pour les patients, ce n'est pas pour les visiteurs. Est-ce qu'il y a une porte d'entrée spécifique pour les patients qui se présentent avec des symptômes de fièvre ou respiratoire? Réponse possible, non, il n'y a pas de zone d'évaluation ou une porte d'entrée séparée. Ensuite, c'est la même entrée pour tous les patients, mais avec différentes zones d'évaluation. Ensuite, une porte d'entrée séparée et une zone d'évaluation séparée également, ou aucune de ces réponses. Très bien, alors les résultats sont là. C'est assez divisé, mais il semblerait que la plupart des centres ont la même porte d'entrée pour tous les patients, mais ont des zones d'évaluation séparées pour les patients qui se présentent avec des symptômes tels que la fièvre ou des problèmes respiratoires. Passons à la question numéro 4, si vous le voulez bien. Est-ce que votre centre de santé a des chambres d'isolement ou des zones d'isolement pour les patients qui sont suspectés de souffrir du COVID-19? Oui, non ou ne sais pas. Parfait. Alors ici, nous avons une majorité écrasante de centres qui ont effectivement des zones ou des chambres d'isolement pour les patients qui sont suspectés de souffrir du COVID-19, avec 85% de réponses oui. Notre cinquième et dernière question est la suivante.
Les patients avec des symptômes de COVID-19 sont-ils placés dans la même zone d'isolement que les patients qui sont confirmés comme étant euh, infectés du COVID-19 dans votre centre de santé? Encore quelques secondes avant de voir les résultats. Très, très bien. Alors, ici, nous avons une réponse à 77% que non. Les patients qui sont suspectés de souffrir du COVID-19 sont placés dans des salles d'isolement différentes de ceux qui sont confirmés comme étant COVID-19 positifs. C'est notre dernière question. Merci pour vos réponses. Nous avons appris pas mal de choses grâce à ce sondage. Je vais à présent terminer avec ce sondage. Et nous allons passer à la présentation de notre présentateur suivant. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Carlos Fortaleza, qui est un spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste et professeur à l'Université de São Paulo au Brésil. C'est aussi le président du Centre de contrôle des infections de São Paulo, un membre du comité COVID-19 pour l'État de São Paulo et est le chef du département de contrôle et vigilance des infections et des maladies pour l'État de São Paulo. Quel plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui, docteur. Bonjour. Bonjour, Caroline. Voici mon écran. Je vais le partager avec vous. Je vais commencer avec ma présentation. Bien, alors, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Merci pour l'invitation. Nous faisons un effort supplémentaire pour la prévention de l'introduction du COVID-19 dans nos centres de santé dans le pays. Mais je dois présenter certaines spécificités de l'endroit où je me trouve. Et c'est ce qui sera présenté sur notre prochaine diapositive. Tout d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je n'ai pas de relation commerciale avec des entités commerciales. Et l'objectif de cette présentation sera d'écrire la situation du COVID-19 au Brésil, la menace pour les hôpitaux, et pour présenter une stratégie pour éviter l'introduction du COVID-19 dans le centre de santé. Je dois commencer par vous parler de la situation du COVID ici au Brésil. Le Brésil est un pays énorme avec 205 millions d'habitants et 6 000 hôpitaux distribués sur 4 000 villes. Nous avons plusieurs pays dans le pays. Le sud du pays est plus développé que le nord, qui est moins développé. Et dans certains endroits, c'est pratiquement inhabité, comme par exemple la forêt amazonienne. Il y a 2 jours, nous avions 1,5 million de cas confirmés en laboratoire et 60 000 décès confirmés par le laboratoire au Brésil et près de 300 000 cas pour l'État de São Paulo. La ville où j'habite, c'est une petite ville et il y a 150 000 habitants et nous avons 600 cas confirmés et 16 décès. Et 6 de ces décès étaient des personnes âgées qui vivaient dans des centres de retraités avec le virus qui a été transmis par un des soignants qui a créé cette épidémie au centre de retraités.
avec 6 décès comme conséquence. Maintenant, il faut insister sur le fait que nous avons un système de santé qui était mentionné dans notre Constitution de 88. La santé est un droit pour chaque citoyen et une obligation pour l'État. Le système unifié de soins de santé, en théorie, en tout cas, traite tout le monde sans faire payer, mais il existe également un système privé qui a des contacts avec le système public. Il y a donc un système de santé à deux têtes. Ici au Brésil, nous avons étudié le vecteur de la pandémie du COVID-19. Tout d'abord, nous avions eu une phase où à São Paulo, où la zone métropolitaine a été affectée. São Paulo a été la place d'introduction du COVID-19 au Brésil. Nous avions donc cette première épidémie à São Paulo qui est à un niveau de stabilisation. Et après cela, nous avons eu, lors du mois de mai et juin, nous avons eu une deuxième vague. Et cette vague a eu un impact sur les villes qui sont ici en rouge, des villes et qui ont une certaine importance. Parfois, ces villes ont plus d'un million d'habitants. Ce sont donc de grandes villes à l'intérieur de l'État de São Paulo. Ensuite, il y a eu une troisième vague qui est présentement dans les villes qui sont en orange, et ma ville est une de ces villes. Et nous pensons qu'il y aura une quatrième et cinquième vague avec les municipalités de moindre importance. Nous sommes à présent avec l'inquiétude d'une invasion dans nos villes, et nous pensons que le mois de juillet sera un mois très difficile à vivre. Nous changeons notre politique pour éviter l'introduction et la dissémination de COVID-19 dans nos hôpitaux. Notre ville, depuis le début de la pandémie, a donné des tests PCR libres et gratuits. Au début, seulement les personnes infectées sérieusement ou les membres du personnel soignant étaient testés. Maintenant, tout le monde est testé. C'est une stratégie de test qui est très agressive, et c'est en rapport avec notre stratégie pour éviter l'entrée de ce COVID-19 dans les hôpitaux. Ça, c'est mon hôpital, voilà. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais à l'inverse du reste du Brésil, nous sommes dans les montagnes. C'est un peu comme le roman de Thomas Mann où on a un hôpital pour les tuberculés au milieu du XXIe siècle. Mais l'hôpital de la tuberculose a été fermé et a été converti en hôpital, et il y a 800 lits, donc c'est relativement petit. C'est mon hôpital, vue aérienne. C'est un hôpital avec une forme particulière. Et je peux vous montrer mon unité est ici, voilà, là où je vous indique, c'est mon unité des maladies infectieuses. Il y a des corridors très longs, et il y a des fenêtres très grandes. C'est comme un sanatorium pour les tuberculeux. Mais bien sûr, avec une architecture moderne qui a été faite à l'intérieur. Quel était notre plan? Tout d'abord, pour éviter la propagation du virus, nous avons eu et nous avons toujours une évaluation de prévention. C'est ce qui a été décrit. Nous cherchons les symptômes, nous limitons les visiteurs à certaines zones de l'hôpital parce que les patients COVID-19 ne reçoivent pas de visite. On en parlera tout à l'heure. Mais une des parties de cette évaluation, c'est d'avoir une manière IPC de faire les choses.
Donc, nous avons une évaluation des patients qui sont admis pour des raisons autres que COVID-19 et également une évaluation du personnel soignant. Et nous allons parler de tout cela maintenant. Tout d'abord, les patients qui ont des symptômes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec ces patients, peuvent appeler un centre d'appel en ville et selon les résultats, ils peuvent aller à un centre d'attention qui sont indiqués ici avec des triangles. C'est supposé être une carte de référence. Il y a d'autres choses, ne vous en inquiétez pas. On voulait savoir si des gens qui vivaient près de centre avaient été vaccinés contre la grippe. Mais avec les triangles, il y a des tests qui sont faits. Sinon, si ce sont si c'est du personnel soignant, ils vont au 4e étage de notre service d'attention et il y a une entrée séparée avec des ascenseurs séparés. Et c'est un bâtiment très moderne en fait. Et les patients qui sont ensuite envoyés à notre salle d'urgence où il y a une équipe de réponse immédiate. C'est bien comme cela. Et je dirais que pour chaque membre du personnel soignant, lorsqu'il ou elle arrive au travail, les questions sont posées, je n'ai pas de symptômes, et on a toujours la même question. RT-PCR est donné pour tous ceux qui ont des symptômes maintenant, et c'est limité aux sujets qui sont symptomatiques. Ceci dit, la semaine prochaine, nous allons commencer avec une stratégie différente parce que même si nous n'avons pas eu le pic de la pandémie ici dans notre ville, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être opérées, des patients qui ont besoin de chirurgie, et l'hôpital est fermé pour des chirurgies qui ne sont pas urgentes. Et ça a été le cas depuis maintenant 4 mois. Il faut donc faire quelque chose et on est en train d'étudier la possibilité d'admettre des patients non COVID. Ils sont évalués pour les symptômes, pour commencer. S'ils ont des symptômes, ils sont envoyés au 4e étage, au service de soins du 4e étage. S'ils n'ont pas de symptômes, ils auront malgré tout un essai PCR pour tester et voir s'ils ont des symptômes, s'ils ont le virus, avant d'être admis à l'hôpital. Ils seront seulement admis s'ils sont négatifs ou s'ils sont positifs, ils devront avoir une bonne raison pour être admis. Alors, que se passe-t-il avec la salle d'urgence? Les patients sont évalués pour les symptômes avant d'entrer. Ils sont en 2 sections différentes de la salle d'urgence. Même s'ils n'ont pas de symptômes, ils auront un RT-PCR qui sera fait. Et selon le résultat, ils seront envoyés vers le centre, la salle d'urgence médicale ou alors vers le COVID. Donc, ils sont dirigés vers une zone COVID ou non COVID. Ce sera notre stratégie à partir de la semaine prochaine, alors que nous essayons de limiter l'introduction du virus dans notre hôpital. Alors, pour le personnel soignant, nous avons standardisé, uniformisé la procédure avec des groupes de salive, jusqu'à 16 personnes qui travaillent dans la même zone. Il semblerait que ça pourrait être fait jusqu'à 32 personnes de groupe, mais là, je pense qu'il y a une perte de sensibilité. On s'est limité à 16. Ils seront testés dans des intervalles différents. Ils sont négatifs. Il y a un secteur qui sera considéré comme étant négatif. Et si c'est positif, il y aura un test individuel qui sera fait avec ensuite la possibilité qu'ils soient positifs. À ce moment-là, ils seront renvoyés chez eux pour 4 jours. Il y aura des tests qui seront faits
toutes les semaines pour les zones COVID et toutes les 2 semaines pour les autres zones où nous avons du personnel non COVID. Ceci nous amène à la seconde question qui est la tactique IPC avec l'identification des départements à haut risque et la mise en place de techniques pour le contrôle et la prévention. Ce que nous avons, c'est que lorsque nous avons une zone positive, même si ce n'est pas une zone COVID-19, ça devient comme étant un risque élevé, une zone à risque élevé. On refait le test avec les collègues qui se trouvent dans le département et on va refaire le test toutes les semaines pour 2 semaines jusqu'à ce que nous puissions déterminer que c'est une zone ou une unité qui n'est pas à haut risque COVID. C'est donc une tactique non concentrée sur les individus, mais seulement sur des zones ou des départements dans l'hôpital. Voici la zone des soignants qui ont été affectés jusqu'à présent. Nous avons des différents points selon le mois. Jusqu'à présent, nous n'avions pas eu de propagation et ces personnes n'ont aucune relation. Même les deux rouges ici qui semblent travailler proches, ils ont plus de 3 semaines de séparation au niveau de leur positivité et ils travaillent dans des laboratoires séparés. Alors, il y a quelques points à l'extérieur. Le chauffeur, un travailleur qui se trouve à l'extérieur de la zone et un autre qui se trouve à la zone extérieure de l'hôpital. Mais nous n'avons pas d'association spécifique de cas. Ceci nous amène à notre troisième point, qui est le soin de COVID-19 sûr avec les précautions d'isolement adéquates. Maintenant, nous avons fait quelques vidéos d'information qui se trouvent sur YouTube, mais aussi sur l'Internet et l'intranet de l'hôpital, qui informent les gens sur la manière de porter l'équipement de protection personnelle, comment adopter des précautions d'isolement, comment avoir l'hygiène adéquate et d'autres aspects de COVID-19. Il y a d'autres de ces vidéos qui sont montrées de manière répétitive au personnel soignant qui doit regarder ces vidéos pour avoir une information continue et à jour sans perdre leur concentration sur ce point très important. Alors, est-ce que les visiteurs sont limités? Oui, tout à fait. Pour les zones COVID-19, nous avons des zones COVID-19 dans le département et également aux soins intensifs. Et voici ce qui se passe maintenant. Nous avons les visiteurs qui rentrent en contact avec les patients via ces tablettes. C'est en général des gens qui sont très, très pauvres, de zones rurales, mais tout le monde a des choses à dire. Et lorsque l'on donne des tablettes, ils n'ont pas de téléphone intelligent et ils sont là, ils peuvent s'adresser à leur famille via ces tablettes. Et c'est une bonne stratégie pour nous. Alors, nous avons également davantage de salles avec pression négative parce que lorsque nous avons une pandémie, il faut avoir des salles à pression négative. Malheureusement, c'était seulement 2 salles auparavant qui étaient utilisées pour la tuberculose, mais c'est un système qui a été développé par Embraer, qui fait des avions au Brésil. Mais à part les avions, ils ont d'autres produits et c'est un système qui nous a été donné par eux et ils nous ont fait ce cadeau avec un système
qui est valable pour 10 salles, pour avoir des salles à pression négative. Mais nous essayons d'avoir 30 machines supplémentaires pour avoir 30 salles à pression négative. Et c'est notre objectif. Nous n'avons pas eu de nouveaux cas de COVID-19 pour le personnel soignant. Nous avons une surveillance active et intense, mais pas de nouveaux cas dans l'hôpital. Et comme commentaire de clôture, ça vous semblera peut-être un peu en dehors du sujet, mais tout le monde cherche des preuves et l'Église Cochrane ne va pas nous sauver. C'est quoi qu'on fasse, quoi qu'on prie, on essaie de réduire l'épidémiologie du COVID-19. Je crois qu'il y a un diagramme fantastique ici qui a été préparé par un épidémiologiste très important qui a la philosophie de la médecine et il disait qu'il faut essayer de faire les choses bien, mais on ne saura jamais tout. Mais plutôt que d'essayer de faire ces pyramides, ce que l'on essaie de faire, c'est de réduire l'incertitude et d'agir en accord avec ceci. C'est pour la réponse épidémiologique de São Paulo et également pour notre réponse localisée. Il y a quelques mois, j'ai envoyé une lettre pour le Centre de contrôle des maladies infectieuses et je les prévenais sur la vitesse à laquelle ceci allait se propager et qu'il n'y avait pas suffisamment de rigueur. Et il semblait que je prédisais ce qui allait se passer sur base de ce que j'avais lu à gauche et à droite. Mais réellement, nous devons être prêts pour changer et modifier notre stratégie si nous sommes dans l'erreur. Si on ne fait pas les choses correctement, il faut arrêter et recommencer d'une manière différente. C'est une question de science émergente et ce que l'on essaie de faire, c'est de travailler sur les aspects fragiles de cette science de l'urgence, pas sur ce qui a été fait par le passé. Voici les références que j'ai utilisées. On vous les donnera. Vous aurez accès à ces références. C'est certaines références que j'ai utilisées pour ma présentation. Et je serai à votre disposition pour vos questions. J'aimerais vous remercier encore une fois de m'avoir donné la possibilité de partager nos idées et notre expérience. Merci infiniment, Carlos. C'était une présentation extrêmement informative et excellente. Je suis très heureuse de vous présenter notre présentatrice suivante, Namita Jaggi, docteur, qui est présidente des laboratoires et le contrôle des infections et chef d'éducation et recherche aux hôpitaux Artemis pour New Delhi et la région capitale. Elle est sur le conseil d'administration pour la Société d'Inde et d'Asie-Pacifique sur le contrôle des infections. Elle a reçu des récompenses répétées, entre autres la récompense d'excellence de l'OMS pour l'Asie-Pacifique, la récompense chez Ambassadeur et d'autres récompenses et trophées. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, docteur. Merci d'être là. Merci, Caroline, pour cette présentation spectaculaire. C'est un vrai plaisir et honneur d'être avec vous ici sur cette série webinaire. Et j'aimerais remercier Dr. Mink, qui est le président, pour cette opportunité, et Caroline et Fernanda pour l'exécution fantastique qu'elles ont. Je vais vous parler de la stratégie des plans de mise en place pratique qui est
celui de notre hôpital dans la région capitale de Delhi. Et je vais prendre un instant pour partager avec vous mon écran. Voici. Voici le sujet du jour avec une introduction limitée du COVID-19 dans le centre de santé. Voici l'hôpital où je travaille. C'est un centre avec 400 lits, avec une spécialité multiple à Gurugram, en Inde, avec 2000 employés, avec 2 récompenses de prix internationaux, avec le contrôle des préventions des infections, l'excellence de santé et également le prix pour le contrôle d'infection. Je n'ai aucune connexion avec les entités commerciales et je voudrais dire que le contenu de cette présentation vient de recommandations de l'OMS, du CDC et notre organisation nationale, l'ASPIC. Et j'ai aimé ce que Carlos a dit, qui est que nous apprenons au fur et à mesure. Quelle belle présentation de Carlos. Et le contenu est évidemment toujours sujet à révision parce que nous apprenons à mesure que nous avançons. Quels objectifs? Eh bien, le sujet du jour est de parler de la limitation de l'introduction de patients, visiteurs ou personnel sanitaire dans nos hôpitaux, nos centres de santé. Ça peut être un centre hospitalier, ça peut être un ambulatoire ou une clinique. L'objectif, c'est de montrer les statistiques du COVID-19 dans le monde et dans l'Inde à ce jour. Je vais vous montrer l'état de préparation en Inde et nous verrons les stratégies qui sont mises en place à l'hôpital Artemis en Inde pour limiter l'introduction du COVID-19 dans les hôpitaux. Alors, nous sommes aujourd'hui au 2 juillet 2020. Quelle est la situation? Plus de 10 millions d'infections. C'est 0,13% de la population. Et nous avons eu 19 000 morts. La mortalité est de 4,8%. En Inde, à ce jour, nous avons des cas qui sont à 0,4% de la population d'1,3 milliard et 60% des cas en Inde ont touché des jeunes, c'est-à-dire moins de 16 ans. Et 2000 soignants sont infectés avec une mortalité de 2,9%. Avec ces chiffres, nous voyons que l'Inde est 4e derrière les États-Unis, le Brésil, la Russie, et nous sommes en train d'atteindre le pic. Et c'est le moment de poser et de réfléchir à où nous allons. À Delhi, nous avons des cas confirmés de 89 802 et en Inde, nous avons 4 ou 5 zones qui sont des zones de haute incidence, avec des cas à Haryana de 14 000, avec un test à Artemis qui est en dessous de 2000, avec 190 positifs et 25 soignants ont été infectés, mais seulement 15 de ceux-ci ont été infectés à l'hôpital. Avec Gurgaon, nous avons 5 463 cas avec une mortalité de 1,68%, mortalité plus basse. Si l'on regarde le système de soins de santé en Inde, on a vu qu'il y a eu beaucoup de modifications avec un pays si diversifié et une population si large. C'est la deuxième plus grande population au monde. Nous avons eu beaucoup de choses qui ont été faites en termes de lockdown avec une publication des lignes directrices, des directives, avec une mitigation de situations difficiles dues au manque d'assurance médicale. Et nous avons eu également des centres qui ont été préparés en Inde, des centres de santé, avec 3 catégories. Nous avons le centre COVID pour les cas modérés. Nous avons les centres COVID Healthcare. Et pour les cas véritablement aigus, nous avons des centres spécialisés. Mon hôpital est à 400 lits avec 100 lits
consacrés au COVID avec 16 lits dans le centre de soins intensifs. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de laboratoires COVID sont apparus en Inde et les gouvernements a également lancé des laboratoires publics. L'armée a également été impliquée et finalement, nous avons une app qui a été préparée par le gouvernement. Aruka est un mot de dialecte qui veut dire que c'est une application qui était disponible à tous et 10% de cette population utilisait cette application pour faire un suivi de la population avec les actualisations de COVID-19. Avec les directives données ou les conseils donnés, qui suit les recommandations de l'OMS. C'était créé pour tous les hôpitaux. C'est un plan d'action COVID-19 qui avait tout à voir sur le COVID, avec le COVID, avec des conseils spécifiques comme par exemple la sécurité des patients, du personnel soignant et les conseils pour le traitement et l'élimination des choses qui vont à la poubelle. On a réalisé que l'infection pouvait être transmise très facilement et tout au départ, il y a eu une communication de transmission du virus sur base communautaire. Le mouvement a donc été limité avec une restriction, pas de visite et chaque personne qui venait à l'hôpital était évaluée. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une entrée séparée pour les visiteurs et une entrée séparée pour les personnes qui avaient de la fièvre, etc., c'est-à-dire qui avaient des symptômes. Il y avait une distance sociale, il y a eu une évaluation thermale, il y a eu un questionnaire et également soins de hygiène des mains et un masque chirurgical pour tous les visiteurs. Également, nous avons des pamphlets et des affiches qui informent les personnes sur les questions de COVID, avec une formation d'utilisation des masques, distance sociale, équipement de protection personnelle lorsque c'est applicable. Il y a également des informations sur les précautions à prendre pour éviter de propager le virus. L'infection pouvait être amenée par des patients qui étaient des patients seulement pour une visite du jour et d'autres qui devenaient des patients admis à l'hôpital. Il y a eu une ligne spéciale au téléphone qui a été préparée avec un pamphlet qui était donné par l'hôpital pour informer sur les stratégies à adopter. Nous avons aussi comme stratégie un triage rapide, une identification rapide. Comme information, nous avons 3 zones dans l'hôpital. La zone verte, la zone jaune et rouge. La zone verte est pour les patients qui ne souffraient pas de COVID, mais ils devaient malgré tout observer la distance sociale et également se laver les mains. Ensuite, nous avons la clinique fièvre. Lorsqu'une personne qui avait COVID confirmé ou suspecté, il y a une collecte d'échantillons dans une salle à pression négative pour être amené dans une zone spécifique via un corridor spécifique et un ascenseur séparé pour éviter le contact avec le reste de l'hôpital. Et lorsque la personne avait un COVID-19, s'il devait voyager à l'extérieur, il devait porter un masque et suivre les précautions. La zone jaune était pour les patients qui étaient négatifs et il y avait une chirurgie qui devait être faite. Si c'était un cas positif avec une chirurgie choisie, il fallait également appliquer les mesures. Voici une photo de ce qui est fait dans notre clinique avec les précautions qui sont adoptées et avec les patients qui portent des masques.
Notre stratégie a été excellente depuis le début avec 5 versions de la stratégie de test avec des organisations Apex. Et maintenant, nous avons un test de détection rapide antigène qui est chromatographique avec une détection qui est faite dans une période de temps de 15 à 30 minutes. C'est un échantillon qui est testé et maintenant nous avons ce test comme étant faisant part de soins. Nous avons une app RT-PCR avec chaque cas qui est transmis au gouvernement pour avoir une information. Ensuite, nous avons les patients admis qui ne devraient pas être un risque pour les autres patients avec un respect des zones déterminées, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Les patients qui ont des symptômes suspectés de COVID-19 seront testés rapidement. La dernière catégorie, c'est le personnel soignant avec symptômes COVID-19 qui sont à risque. Ce qui était pire avec les travailleurs de la santé, c'est que nous avions une non-pénalisation, c'est-à-dire que les personnes qui ont des symptômes ne sont pas pénalisées par l'hôpital ou par la communauté. Ils doivent se présenter à l'hôpital rapidement et voici notre formule qui est utilisée avec la supervision du ministère de la Santé en Inde. Voici la distribution des travailleurs de la santé, personnel sanitaire qui a été infecté. Ceux qui ont été infectés sont divisés par zone. Il y en a quelques-uns qui ont été infectés dans la zone verte et 2 avaient acquis ceci dans leur communauté. Une personne dans la facturation avait été en contact avec une autre dame et a eu un non-respect du PPE. Voici ce que nous continuons à faire en personne à toutes nos réunions sur nos tables rondes et dans toutes les zones de l'hôpital. Et ceci est ce que nous faisons avec l'hôpital. Ce sont les notes que nous envoyons, les communications. En Inde, même lorsque nous n'avons pas encore reçu notre premier cas, nous avions déjà commencé à informer les gens. Voici les séquences de temps avec la lutte contre COVID-19 dans notre hôpital à Artemis. On peut voir que nous avions déjà commencé avant l'introduction du premier cas en Inde et bien entendu avant que le premier cas soit arrivé dans notre hôpital. Merci pour l'opportunité de nous adresser à vous. Ensemble, luttons contre le COVID. Merci. Eh bien, merci, Dr. Namita Jaggi. Quelle belle présentation. Nous allons maintenant passer à la foire aux questions. Et je vois quelques questions qui sont dans notre box de questions-réponses. La première question, c'est pour le Dr. Michael Bock. Quels sont les éléments à tenir en compte pour les visiteurs qui ont été infectés par SARS-CoV-2 et ont été testés sérologiquement? Est-ce que les membres de famille devraient leur donner priorité comme soignants? Quelles sont les politiques pour le personnel soignant identifié? Bien, écoutez, rapidement, je vais faire un résumé de ce que nous faisons ici. Nous, en termes de visiteurs qui ont déjà été infectés par le COVID, SARS-CoV-2, nous nous concentrons bien sûr sur ces visiteurs qui doivent être... On ne peut pas vous entendre, Dr. Bob. On a perdu le son. On a perdu le son. Docteur.
Docteur Borg, on vous a perdu. On ne vous entend plus et je crois qu'il ne peut pas nous entendre non plus. Alors, voyons voir. Je crois que Docteur Borg, on ne vous entend plus. Docteur Borg, voilà, maintenant on vous entend. Si vous pouviez, si vous pouviez répondre à nouveau, on ne vous a pas entendu, on n'a pas entendu votre réponse. Eh bien, je dirais que ceux qui sont infectés doivent être déterminés comme étant non infectieux avant de s'approcher de l'hôpital. Si c'est le personnel soignant, ils doivent être testés. On suit le protocole ICDC sur le 8e jour au plus tard. On teste avec des PCR. Et quand c'est négatif, on fait un deuxième test pour voir s'ils sont infectieux ou non, quand il y a 2 tests consécutifs. Si c'est le cas, si les soignants sont les parents, eh bien, ils sont admis. En termes d'anticorps, nous n'utilisons pas un test anticorps pour faire la différence euh, entre les différents cas. Parce que je pense que, comme on a dit tout à l'heure, on apprend beaucoup avec le COVID, sur le COVID au fur et à mesure qu'on avance. Et les tests anticorps ne déterminent pas s'il y a une neutralisation anticorps. Et on ne sait pas si c'est le visiteur ou l'aide-soignant avec positif EG ou négatif pour donner le PP adéquat pour eux, comme s'ils étaient IG négatifs. Est-ce que les membres de famille devraient donner une priorité à ces individus comme ceux qui soignent les patients? Oui, si on a 2 personnes, il y en a un qui est positif et l'autre pas, la personne IgG positive sera la priorité, mais on continuerait à appliquer la norme équipement de protection personnelle et les questions d'hygiène. Merci, merci beaucoup. La question suivante, est-ce que ceux qui ont recours à du personnel sous contrat, est-ce que ce personnel est à risque? Comment limiter l'introduction du COVID-19 dans le centre de santé ou dans l'hôpital? Vous m'entendez? Et je crois que le personnel sous contrat serait un risque parce que lorsque l'on pense à ce qui était publié avant COVID-19, les personnels sanitaires moins expérimentés augmenteraient une infection plus grande. Il serait un plus haut risque de transmettre le COVID-19 dans l'hôpital. Mais je crois que l'on peut minimiser ces risques avec de la formation, également une formation continue avec ces personnels sur le terrain. Bien, je vais passer à la troisième question. Docteur Carlos Fortaleza, quelles sont les politiques à l'heure d'utiliser le masque chirurgical pour le personnel, les visiteurs et les patients? Et la politique nationale au Brésil, je ne sais pas si vous la connaissez, mais parlez-nous de votre centre de santé et puis la politique au niveau national, si vous voulez.
Ouais, merci Fernanda. Je vais vous demander de changer l'ordre. La politique nationale. Et nous avons un président qui dit que le masque n'est pas nécessaire et il encourage l'agglomération de personnes et il refuse d'accepter la réalité du Covid. Euh, En termes des États-Unis et du Brésil, pas parce qu'on est plus près des US, mais parce que les les États font ce qu'ils peuvent de manière séparée avec leurs propres règles. Chaque État a, euh, s'est occupé de ses citoyens. Et moi, je vais vous dire ce qui se passe dans notre hôpital. Chaque État a une règle différente pour les masques. Mais dans mon hôpital, en tout cas, nous sommes tous, tout le personnel soignant doit porter un masque de chirurgien. Et dans les zones COVID, dans les zones de soins intensifs, ils doivent utiliser des masques N95. Et c'est parce que nous avons des tas de procédures avec, avec ce sujet. Pour les personnes des bureaux administratifs, ils utilisent des masques également. Et pour les visiteurs et les patients, il y a des masques de chirurgiens. Et lorsque l'on parle de personnel soignant, moi j'étais sur un, je travaille la nuit hier et on a eu un jeune autiste qui avait 15 ans. Il reste dans la salle, mais seulement si sa mère est avec lui. Et on lui a donc donné l'équipement de protection personnelle, le masque et les masques en tissu sont seulement pour les personnes dans le bureau administratif qui n'ont pas de contact avec les patients, qu'ils soient COVID-19 ou pas du tout. C'est en accord avec les règles de notre gouvernement de l'État de São Paulo. Et voilà, c'est tout. Merci Carlos et merci d'avoir donné une transparence dans l'évaluation de la situation au Brésil et avec un bon exemple de ce qu'il se passe dans ton centre avec cet enfant qui est autiste. La question suivante est pour la docteure Namita Jaggi. Docteur Namita, quelles stratégies doivent être utilisées dans des centres de soins pour éviter la propagation du COVID-19? Merci, on a des tas de mesures qui ont été mises en place dans nos hôpitaux, mais que se passe-t-il dans nos cliniques, polycliniques, dans nos pharmacies, dans nos cabinets de dentistes? Il faut savoir comment limiter l'introduction du COVID dans ces zones. Le principe essentiel de prévention de l'infection sont les mêmes, c'est-à-dire que tout d'abord, il devrait y avoir limité l'introduction de personnes dans ces centres et nous devrions avoir des méthodes alternatives de soins pour les patients avec télémédecine ou un contact à distance avec la personne, par exemple la livraison des médicaments à la maison. Également, il devrait y avoir une visière plastique ou une barrière entre les patients et le personnel. Il se peut aussi que nous regardons du point de vue, avant que le patient n'arrive au centre de santé, euh, quand il est là et quand il est parti. Avant que le patient arrive dans notre hôpital, il doit savoir qu'il doit porter un masque et une blouse. Et nous avons des masques partout. Tout le monde doit porter un masque et une blouse parce que nous ne savons pas qui est infecté, qui ne l'est pas. Jusqu'à 41% des personnes qui sont asymptomatiques peuvent transmettre le virus. Le patient dit qu'il doit limiter ses visites à l'hôpital. Mais s'il souhaite malgré tout venir, à ce moment-là, il faut faire un triage. Si c'est possible à la clinique,
il faut séparer les personnes qui viennent pour une visite et qui ont des symptômes respiratoires des autres. On peut également séparer le temps, des patients, c'est-à-dire qu'un seul à la fois est dans la salle et pas tout le monde ensemble. Dans les cliniques ou dans les endroits plus petits, on peut mettre des brochures informatives sur les tableaux d'information et donner des informations aux patients lorsqu'ils viennent en visite. Le personnel doit également savoir comment examiner le patient. Par exemple, si nous avons un stéthoscope, ça doit être fait du dos. Le docteur doit porter des lunettes, une visière et également prendre toutes les précautions nécessaires. Lorsque le patient quitte la clinique, il devrait être consulté au téléphone et informé sur ces questions. Voilà certaines façons, certaines manières avec lesquelles nous pouvons prévenir la transmission du COVID dans nos hôpitaux et nos centres hospitaliers. Merci, docteur Jagui. Je passe la parole à la docteure Caroline Herzik. Oui, merci à tous. La question suivante est également pour le docteur Namita Jaggi. Comment est-ce que les hôpitaux de soins intensifs comment est-ce qu'ils peuvent maintenir leur activité avec un respect des mesures IPC et aussi pour éviter qu'ils aient peur de venir à travailler? Très belle question. C'est une question qui est un véritable défi pour nous et tout le monde ici comprendra que c'est une tâche ardue. Nous devons maintenir le moral des troupes d'un côté et les motiver, qu'ils se rendent compte qu'ils sont importants, qu'ils font quelque chose qui est pour le bien de la planète. Et quand je parle à mon personnel, je dis que ce n'est pas une chose qui est très amusante, mais nous avons une expérience de 3 générations de faire partie de cette pandémie. Donc, contribuons autant que nous pouvons comme personnel soignant. Je pense que nous avons la chance de pouvoir être dans une position de pouvoir aider tout le monde. Mais à l'heure de motiver les troupes, je crois que le leadership est une partie importante parce que si le PDG s'adresse au personnel mais ne dit rien sur la motivation, ça ne marchera pas. Et il faut parler de la motivation de l'équipe et ça doit être une équipe qui est robuste. C'est important. Ensuite, l'IPC est important. Nous avons une responsabilité à l'heure de motiver le personnel, écouter les inquiétudes qu'ils peuvent avoir, les rassurer en leur disant que s'ils ont l'équipement de protection personnelle, ça marchera mieux. Et je pense qu'une partie de la motivation consiste à les stimuler ou les récompenser. Dans beaucoup d'endroits dans notre pays aussi, il y a eu une critique parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour eux, mais je crois que la motivation qui permet qu'ils se sentent motivés, c'est également rassurer le personnel. Je me souviens qu'un de nos gardes était positif COVID et notre PDG a fait en sorte qu'il recevait suffisamment de nourriture pendant les 14 jours qu'il était confiné à la maison et ne se sentait pas bien. Je pense que les petits gestes peuvent faire une grande différence. La politique de l'EPP a clairement eu un impact. Et la communication continue et suivie, ça fait une grosse différence. Eh bien, je voudrais savoir si d'autres présentateurs ont d'autres choses à dire. Si je pouvais rajouter quelque chose, je suis d'accord avec Namita.
Au départ, quand nous étions sous stress, il est utile d'insister, de revenir sur le fait que les gens avaient peur. Je n'ai jamais vu les gens sous un tel stress dans cet hôpital. On a eu la préparation de la peste porcine et d'autres, mais rien comme le Covid parce que les gens regardaient la télé, spécialement ici, la TV, on est près de l'Italie. Et lorsqu'ils ont vu ce qui se passait en Italie et le décès parmi les médecins et les infirmiers et les infirmières, ça a amené énormément de stress. Comme Namita l'a mentionné, il faut faire les choses euh, que l'on dit qu'on va faire. On a donc organisé des groupes pour tranquilliser les gens et leur montrer que, comme leader, on prenait les initiatives lorsqu'on voyait qu'on avait une stratégie de montrer que la voie à suivre avec l'EPP, ça a très bien marché et je pense que c'est quelque chose qui est euh, un travail qui est en cours d'exécution permanent. Moi, j'aimerais rajouter encore une chose. On a eu un groupe WhatsApp très actif avec l'équipe IPC qui était à l'hôpital. On a eu 2 ou 3 groupes WhatsApp. Je sais que ça peut être difficile dans la routine quotidienne, mais avec l'équipe IPC, il montrait ce qu'il faisait, comment il s'aidait, entraidait, et je crois que c'était très utile parce que l'hôpital s'est uni. Nous avons eu des célébrations virtuelles de jour de l'infirmière avec le docteur qui était hier réuni avec les infirmières et les infirmiers. Et tous les docteurs et beaucoup d'infirmiers et d'infirmières se sont réunis. Nous avons eu une réunion virtuelle en fait pour motiver tout le monde. Ouais, merci. Y a-t-il d'autres commentaires à faire sur cette question? Vas-y, Myriam, vas-y, explique-toi. C'est intéressant ce que qu'elle vient de dire parce que une chose qui était intéressante, on avait des visites quotidiennes dans des zones pendant le premier mois de la pandémie et pour parler aux gens, pour faire une analyse parce qu'il y avait des tas de préoccupations et surtout dans des zones non COVID et ces visites quotidiennes et ces conversations ont beaucoup aidé avec le personnel soignant. Je crois que ce sont des stratégies importantes. Carlos, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je crois que c'est une question difficile avec le personnel soignant. Ils sont beaucoup plus préoccupés par leur santé que celle des patients parfois. Et l'aide psychologique est importante, mais il faut avoir, il faut avoir conscience que la population est fragile et c'est quelque chose qui doit être tenu compte de cela. Il faut tenir compte de cela. Le, le patient est un vecteur et une victime et c'est un livre, il y a un livre intéressant sur les maladies infectieuses. Et donc, il y a une victime et il y a un vecteur. Nous devons soigner tous ceux qui sont dans nos hôpitaux, dans le centre de santé et ça doit être le même pour tout le monde. On devrait se préoccuper pour tout le monde. Ce n'est pas une contradiction de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un complément de ce qui a été dit tout à l'heure. Je vais passer à la question suivante. Myriam, quelles sont les règles pour les visiteurs qui sont personnes qui s'occupent
patients et qui passent leur temps entre leur maison, la communauté et les centres de santé. Oui, on limite le nombre de personnes qui viennent. C'est une personne par patient. Lorsque ces personnes arrivent à l'hôpital, nous avons un poste d'évaluation où on leur demande s'ils ont eu des symptômes au cours des derniers jours. On mesure également, on prend leur température et ils doivent porter un masque de chirurgien pour pouvoir avoir accès à l'hôpital et ils doivent aller directement à la salle, à la chambre du patient. Et ils ne peuvent pas se balader dans l'hôpital. Ils doivent rester dans la salle ou dans la chambre du patient et l'hôpital leur apporte à manger pour le patient et pour la personne qui s'occupe du patient pour ne pas qu'il se balade dans l'hôpital. Et on conseille aux patients de ne pas avoir une personne qui s'occupe d'eux qui soit à risque, c'est-à-dire plus âgé de 60 ans ou qui ait une comorbidité, qu'il ne soit pas en contact avec le patient dans l'hôpital. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait se, se prononcer sur cette question de la perspective euh, de principe ou de conseils pour les visiteurs? Je suis d'accord. Imaginez qu'il y a des allées et des venues. Il faut informer ces personnes. Lorsqu'elles quittent l'hôpital, elles devraient se laver les mains et lorsqu'elles retournent dans les communautés, ils ne devraient pas être des vecteurs de transmission pour ces communautés dans lesquelles elles vont. Ils devraient être isolés lorsqu'ils retournent à la maison. Ils devraient se déshabiller, ils devraient porter un masque à la maison, ne pas avoir de contact avec la communauté, ne pas avoir de contact avec trop de gens. Et bien sûr, l'hygiène des mains et la question respiratoire toujours. Mais ce qui serait mieux pour eux, c'est de rester à l'hôpital. C'est seulement quand ils n'ont pas d'autre option pour eux et qu'ils doivent retourner. Et en Inde, nous avons des zones de confinement et euh, des, des points, des zones à haute incidence. Pour les personnes qui sont dans ces zones, on leur demande de rester chez eux. C'est aussi pareil pour ceux qui s'occupent des patients. S'ils retournent dans une zone à haute activité virale, ils ne devraient pas rentrer chez eux, ils devraient rester à l'hôpital avec la personne qui les accompagne. On a beaucoup de questions, on aura la possibilité de répondre à toutes ces questions, peut-être une ou deux. La question suivante, c'est pour le docteur Michael Borg. Quelle stratégie d'évaluation pour les visiteurs et le personnel soignant doivent être utilisées et ceci, c'est pour limiter l'introduction du COVID-19 dans ces centres de santé. Ouais, merci. Alors, au niveau de l'évaluation, on a deux voies. On a le symptomologique et on a également l'évaluation de COVID. Et Caroline, comme tu l'as dit, on suit probablement tous les points que tu as mentionnés. Nos visiteurs doivent être évalués à l'heure de l'arrivée dans l'hôpital avec une vérification de la température. Ils doivent dire qu'ils n'ont pas eu de symptômes en rapport avec le COVID. On vient de commencer à réouvrir pour les visites parce que nous avons des cas à niveau national qui sont très bas, mais même si l'épidémiologie s'est améliorée, on continue à le faire. Pour le personnel soignant, il y a
plus de détails parce qu'il y a une évaluation plus poussée. On a la prise de la température. On ne fait pas une évaluation COVID pour notre personnel, mais on a une disponibilité pour l'évaluation. On a fait des tas de campagnes qui encouragent tout le personnel soignant de faire une prise, de se faire tester à l'hôpital. Et on estime que 50% du personnel a été testé au cours de ces 3 derniers mois. Ils peuvent même aller, s'ils ont des symptômes mentaux ou s'ils ont des inquiétudes, on peut les faire tester. On a également une politique de test pour les patients. Chaque personne qui vient à l'hôpital qui est évaluée, que ce soit pour une admission à l'hôpital ou que ce soit une chirurgie ou une visite, on adapte notre stratégie selon que la personne est positive ou pas. Et on essaie d'éviter d'être exposé, c'est très important. Notre unité également fait un suivi des contacts de toute exposition au personnel soignant, que ce soit à l'hôpital ou à l'extérieur, avec une exposition significative. Selon la définition du CDC, ils sont mis en quarantaine pour 14 jours et avec 300 soignants, et on a eu 3 ou 4 positifs seulement, mais on prend malgré tout les précautions. Et ça s'est assez bien passé avec une recherche ACGG avec 2000 personnes et la prévalence était sur 0,4%. Il me semble que c'est un assez bon résultat et ça montre que les politiques mises en place ont fonctionné sur ces 3-4 derniers mois. Merci. Je voudrais savoir si d'autres personnes ont quelque chose à rajouter sur les stratégies. Et aussi, je voudrais mentionner qu'il y a une série de questions sur le test pour les visiteurs également. Et donc, je me demande, Myriam, est-ce que si ça ne te dérange pas de parler de cette question de test pour les visiteurs? Oui, est-ce que tu pourrais répéter? Je n'ai pas bien entendu la question. Alors, la question est, comment est-ce que les visiteurs ou nos visiteurs sont testés? Est-ce que c'est une mère ou un compagnon lorsqu'un enfant est admis à l'hôpital, par exemple? Oui, en fait, on ne teste pas les visiteurs, on demande l'utilisation d'un masque et les personnes ne doivent pas venir lorsqu'ils ont des symptômes, donc on ne les teste pas. Une chose que l'on fait, c'est que on suit des règles de visiteurs pour les patients. On ne veut pas avoir un pourcentage plus élevé de 1,2 ou parfois c'est 1,6, mais on ne fait pas de tests sur eux. Eh bien, merci encore une fois. Euh, énormément d'intérêt pour toutes ces présentations et beaucoup de questions qui malheureusement ne pourront pas être répondues car nous sommes à la fin de notre temps permis pour cette retransmission. Mais quelle conversation extraordinaire. Je voudrais passer la parole à Fernanda pour ses mots de conclusion. Merci. Merci Caroline et je voudrais simplement vous dire que nous avons un sujet la semaine prochaine et je sais qu'il y a des questions qui ont un rapport avec le sujet de la semaine prochaine. Merci à vous tous pour votre présence.
Je voudrais vous rappeler que le crédit CME, si vous en avez besoin, cliquez sur le lien qui est disponible et visible. Si vous remplissez le questionnaire, vous recevrez un certificat de participation. La présentation d'aujourd'hui sera envoyée avec le courriel d'annonce de la semaine et vous pourrez également retrouver la séance d'aujourd'hui sur le site web du CDC et ECHO. La semaine prochaine, ce sera les considérations opérationnelles pour l'optimisation de l'EPP, l'utilisation de l'EPP durant le COVID-19. Nous aurons le même horaire que celui d'aujourd'hui et vous allez recevoir une annonce pour la séance de la semaine prochaine qui sera annoncée dimanche. Nous continuerons ensemble à apprendre si vous le souhaitez. Merci de votre temps et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.